Super, bienvenue. Bonjour, je suis ravie de partager avec vous justement la semaine de la QVT by Kamcha et l'objectif est de faire parler les experts. J'ai le plaisir de retrouver Diane Sacleux, notre partenaire, qui va être là tout au long de notre événement toute la semaine et qui est donc présente en qualité d'accompagnatrice RH indépendante. Et je reçois Benoît Ladune, notre invité, en tant que sophrologue. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour Carole. Super, allez, on va pouvoir Bonjour démarrer Benoît. Oui, bonjour Diane, bonjour Carole. dans le vif du sujet. Cette intervention, elle est liée justement à un sondage que l'on a réalisé avec Diane, que l'on a diffusé auprès d'un public de salariés, tous statuts confondus. Et l'idée, c'est d'en récolter justement des éléments, des informations pour pouvoir apporter euh, des solutions, des suggestions pour améliorer ce qu'on appelle la QVT, donc cette fameuse qualité de vie au travail. Alors, on va parler maintenant un peu de présentation. Je vais laisser la parole à Diane. Qui es-tu? Eh bien, bonjour à tous les deux, et bonjour à tout le monde et à ceux qui nous suivent. Donc moi, je suis Diane Sacleux-Cavallini, je suis dirigeante de DSCRH, qui est donc une structure qui accompagne les très petites entreprises et les PME sur toute la fonction RH, sur l'accompagnement au changement également et sur toutes les obligations employeurs. Et Dieu sait qu'il y en a. Et je peux accompagner également aussi sur la mise en place d'une politique qualité de vie au travail. Parce que QVT, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mais QVT, c'est bien qualité de vie au travail. Et ça regroupe beaucoup d'items. On verra peut-être ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Diane. Et alors, Benoît, si tu peux te présenter également. Oui, donc Benoît Ladune, donc je suis sophrologue, sophrologue et préparateur mental pour l'amélioration de la performance sportive et professionnelle. Donc je suis basé moi à Longeau, qui est à mi-chemin à peu près entre Dijon et Dole. Donc je reçois en cabinet à Longeau et Dijon. Et puis j'interviens également donc en entreprise, en établissement scolaire, et puis dans le domaine du sport. Super, merci beaucoup. Eh bien, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. On va commencer par la minute culture, si tu veux bien, Benoît. Oui. Euh, Quand et comment est apparue la sophrologie? Alors, la sophrologie, ça a été inventé en 1960 par Alfonso Caicedo. C'est pour ça qu'on parle de sophrologie caïcédienne. Et donc, c'était un médecin psychiatre qui voulait inventer une science plus douce que ce qui existait à l'époque. Et donc, au départ, c'était beaucoup des influences occidentales comme l'hypnose. Et puis, il a énormément voyagé partout dans le monde et c'est pour ça qu'après, il y a eu des influences un peu plus orientales. On parle notamment du zen japonais pour tout ce qui va être méditation, le yoga qui associe la respiration et les mouvements du corps. Donc voilà, beaucoup d'influences occidentales et orientales. Et donc la sophrologie, ça améliore la concentration, c'est aussi un ensemble de techniques qui permet d'avoir une meilleure perception de son corps et puis de renforcer l'image de soi. Super, merci beaucoup pour ces informations. Alors, je ne sais pas, Diane, toi, tu connaissais l'histoire de la sophrologie? Pas du tout. C'est très intéressant. Améliorer Génial. la concentration dans l'entreprise, ça peut énormément aider et renforcer l'estime de soi. Je pense qu'on en a presque tous besoin, donc c'est super d'avoir un peu un historique. Alors, justement, tu parles d'estime de soi, de confiance en soi. La sophrologie, Benoît, elle s'adresse à qui et comment on la pratique? Voilà. Alors, elle s'adresse à tout le monde. Donc ça, c'est moi, mes patients les plus jeunes ont 3 ans. Donc soit je les reçois en cabinet, soit j'interviens en école maternelle ou élémentaire. Après, effectivement, bon, on ne traite pas un enfant. Enfin, voilà, l'approche est différente, mais voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, sur les petits, ça va être beaucoup la gestion des émotions, canaliser un peu le surplus d'énergie, la colère, etc. Les ados, on va travailler tout ce qui va être gestion du stress, concentration et puis préparation aux examens.
Et puis après, les adultes, bon, allez, 70% du temps, c'est pour la gestion du stress et l'amélioration du sommeil qui est quand même assez proche. Mais voilà, ça s'adapte vraiment à tout le monde et c'est souvent les adultes liés à un changement de vie. Donc ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une maladie, un déménagement, un changement dans le travail. Enfin voilà, c'est souvent lié quand même à quelque chose, à un changement de vie. Et après, comment ça se pratique? Alors c'est soit en séance individuelle, soit en séance collective. Les séances collectives, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent quand même dans l'entreprise. Et puis, bon, après, voilà, pour faire simple, il suffit d'une chaise par participant, d'un espace calme, et puis après, voilà, c'est juste se laisser guider par ma voix, quoi. Et D'accord. il y a 3 types d'exercices. Il y a des exercices de respiration, de visualisation positive et de mouvement corporel. Donc, ta voix est importante dans la pratique Oui, de ouais, la ouais. sophrologie. Oui, bah, et puis il y a beaucoup de patients qui me disent après, voilà, j'essaye de reproduire à la maison, mais il n'y a pas la voix, donc c'est un peu plus difficile. Mais oui, oui, la voix est importante. Combien il y a, enfin, là, c'est très personnel, mais tu as mis combien de temps à te former à la sophrologie? Parce que c'est pas inné, enfin, enfin, je pense qu'il y a une école, il y a des choses comme ça, non? Ouais, oui, donc moi je suis formé à l'école de sophrologie kaycédienne de Dijon et la formation se fait en 16 mois. Voilà, en 16 mois. Et bon, voilà, il y a d'autres écoles où les formations sont plus courtes, c'est en 6 mois. Mais bon, voilà, je pense que c'est une formation longue, c'est bien parce que avant de faire de la sophrologie pour les autres, il faut déjà l'intégrer soi-même, quoi. Hmm. Très intéressant. Alors, revenons un petit peu enfin, dans le centre de notre sujet, qui est donc cette fameuse QVT. Toi, Benoît, et si tu dois faire appel à, par exemple, ou si une RH ou un chef d'entreprise doit faire appel à toi, quels conseils tu leur donnes pour détecter ou quels sont les indicateurs qu'il faut détecter dans l'entreprise pour justement que toi, tu puisses intervenir et apporter du bien-être? Alors, c'est souvent lié au stress. Voilà, c'est quand même souvent lié au stress. Après, effectivement, le stress a plusieurs phases. On a une phase d'alarme et puis une phase de résistance qui sont plutôt des phases positives au stress. C'est ce qui nous permet de réagir dans certaines situations. Et puis, si ce stress, par contre, est trop répété ou perdure trop longtemps, on est dans une phase d'épuisement. Et là, effectivement, il y a des signes qui vont apparaître. Donc, ça peut être des difficultés à se concentrer, au niveau aussi de la prise de décision. Ça peut être aussi une fatigue qui s'accumule parce que dû aux insomnies. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes au niveau des réactions cognitives. Ensuite, il y a les réactions émotionnelles où la personne va être peut-être plus irritable, plus, comment je pourrais dire, se mettre en colère plus facilement. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes qui peuvent qu'on peut voir assez facilement. Ouais. Donc, le changement d'humeur. Changement d'humeur, ouais, ouais, ouais. Puis bon, voilà, après, ça entraîne beaucoup de choses aussi sur la motivation, sur l'ambiance au travail, sur peut-être l'absentéisme aussi qui est plus important. Donc voilà, ça, c'est des signes qu'on perçoit assez facilement. Et toi, Diane, alors, qu'est-ce que tu en penses de tous ces signes, ces signaux? Alors oui, bah, Carole, on revient à ce qu'on disait hier, hein. Effectivement, les indicateurs restent quand même l'absentéisme, hein, le mal-être au travail peut se voir. Alors, c'est aussi, comme on le disait hier, le rôle des managers, d'être très à l'écoute, donc les managers de terrain hein, qui gèrent les équipes, d'être très à l'écoute du salarié, de voir le changement éventuellement de leur comportement d'un jour à l'autre. Est-ce qu'il se passe quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent orienter vers, l'entreprise peut totalement orienter vers de la sophrologie. Donc, effectivement, c'est bien évidemment, comme je le disais aussi hier, le rôle du manager de vraiment être en phase avec ses équipes. Et il a vraiment un rôle clé
au sein des équipes pour orienter vers les personnes les plus à même de régler ces soucis. Et effectivement, il sera plus productif, il se sentira mieux. Et même sur l'estime de lui-même au travail, ce qui est quand même très important pour motiver, ça sera d'autant plus pertinent que d'aller voir un sophrologue. Alors après, moi, j'avais une question pour Benoît, parce qu'il a parlé aussi qu'il était préparateur. Alors, préparateur physique, si j'ai bien compris, Benoît? Non, préparateur mental. Mental, d'accord. Ouais. Donc oui, l'estime de soi, le travail de l'estime de soi-même. Et quand tu interviens, parce que ça c'est une vraie question des entreprises, pour l'avoir vécu, c'est un peu quelquefois compliqué de mettre en place des intervenants au sein d'une structure pour justement mettre en place une vraie politique de QVT. Quand tu interviens, est-ce que tu as besoin d'un local? Parce que ta préparation, elle doit être quand même, je dirais, personnalisée, confidentielle, dans un endroit neutre et où il n'y a pas trop de mouvement. Comment tu interviens dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, bon, souvent, c'est des séances de groupe. Hein. C'est très rare que ça se fasse en séance individuelle. Il y a des séances qui peuvent se faire en visio. Oui. Là, je suis encore une entreprise. Là, on en est à 25 séances de sophrologie. Donc, tous les lundis, c'est le petit rituel à la pause méridienne. Et bon, voilà, en visio, les gens ont un peu d'appréhension, mais ça marche très, très bien. Après, on est limité dans le nombre d'exercices qu'on peut. Enfin, il y a certains types d'exercices qu'on ne peut pas faire en visio, mais sinon, ça marche très, très bien. Et après, effectivement, en présentiel, bon, l'idéal, c'est, voilà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Ce qu'il faut surtout, c'est un endroit, si possible, assez calme. D'accord. Même si la sophrologie, l'un des 4 principes de la sophro, c'est l'adaptabilité. Donc voilà, on doit s'adapter. On peut faire de la sophro dans le métro, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, l'idéal, c'est quand même un endroit assez calme où on n'est pas dérangé toutes les 5 minutes par quelqu'un qui rentre, qui passe, etc. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit que dans la mise en place de certains outils, comme excuse-moi, mais c'est peut-être pas un outil, mais de certaines actions, un des freins, ça reste même la mise en place des actions au sein des entreprises et comment on fait, comment on s'organise, quel matériel. Donc toi, c'est bien, tu dis, il n'y a pas besoin de matériel, un Non, petit non. endroit calme et je peux exercer mon activité pour le bien-être des salariés. Une Donc c'est pièce important. calme, une chaise par participant, c'est l'idéal. Après, même si on peut faire la séance debout, et on peut même faire aussi, ce qui est sympa, quand il fait beau et pas trop chaud, les séances en extérieur, parce que comme on est beaucoup dans les ressentis en sophrologie, eh bien, rien que le vent, la chaleur, le bruit des oiseaux, on peut travailler dessus aussi, donc c'est intéressant. Merci pour ta réponse. Et donc justement, bah, c'est typiquement ce que j'allais demander, c'est-à-dire que du coup, tu fonctionnes uniquement avec une chaise, éventuellement l'environnement de travail dans laquelle les gens sont, et éventuellement, du coup, un ordinateur, une connexion Internet si c'est de la visio, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, maintenant, ma question, c'est quand tu interviens dans une entreprise, est-ce que tu interviens une fois? Est-ce que tu établis un protocole? Comment tu décides que, bah, tu vas venir une fois, par exemple, tous les lundis matins? Est-ce que c'est à la demande du chef d'entreprise? Est-ce que c'est toi qui le soumets? Comment ça se passe, en fait, la démarche? Voilà. Moi, j'essaye d'orienter au mieux et voilà. Alors, il y a soit effectivement, après c'est souvent effectivement le chef d'entreprise qui décide. Alors ça peut être soit la pause méridienne, ou ça peut être juste une séance ponctuelle, une séance découverte, ou alors après effectivement on met un protocole en place sur plusieurs séances. Après voilà, tout dépend ce que recherche le chef d'entreprise. Après, si c'est juste vraiment une séance ponctuelle à la pause méridienne, j'appelle ça plutôt, moi, séance de relaxation. Voilà. On n'a pas assez forcément de temps pour vraiment approfondir et mettre en place un protocole. Et là, dans ce cas-là, dans ces séances-là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner des outils simples que les personnes les comprennent assez facilement et puis qu'ils puissent les reproduire de manière autonome ensuite.
Donc là, on va être sur de la gestion du stress, un exercice de respiration, de la détente musculaire pour voilà, libérer les tensions. On n'ira pas plus loin. Après, si effectivement on met un protocole de plusieurs séances, là, on peut travailler plutôt sur la confiance, on peut travailler sur l'estime de soi, sur la concentration. Voilà, on peut aller déjà un petit peu plus loin où on a besoin de faire plusieurs séances pour ressentir les bienfaits. Ok, et donc bah, c'était la question qui suivait. Du coup, Benoît, au bout de combien de temps on peut estimer avoir les côtés positifs et quels sont justement les points positifs que tu vois apparaître et les bienfaits et en combien de temps? Alors, ce qui est important déjà, c'est qu'entre chaque séance de sophrologie avec un sophrologue, c'est important aussi de faire les exercices en toute autonomie. Moi, je compare toujours la sophrologie au sport. C'est plus on va en faire, plus elle va être efficace. Si on fait un footing une fois par mois, je garantis pas qu'on va être qu'on sera champion. Voilà. Par contre, si effectivement on court tous les jours, on a plus de chance. En sophrologie, c'est exactement pareil. C'est la répétition des exercices qui va rendre efficace la sophro. Donc, en règle générale, il faut à peu près 3 séances déjà pour ressentir les premiers bienfaits. Donc, 3 séances avec un sophrologue. Après, voilà, il y a le travail personnel aussi. Et puis, il faut 5-6 séances pour vraiment être autonome et bien maîtriser les outils. Donc, si je comprends bien, en fait, tu n'as pas pour but qu'on soit dépendant d'un sophrologue. L'idée, c'est que la personne, elle rentre dans une pleine autonomie Tout à fait. et de la compréhension de soi et de l'autogestion, entre guillemets, de ses émotions, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Moi, c'est ce que je dis, et comme beaucoup de sophrologues, nous, on fait 50% du travail. On donne des outils et après, c'est à la personne de s'en servir dans son quotidien. Donc, il y a des outils très simples. Alors, une séance comme on fait en cabinet, c'est impossible de la reproduire à la maison. C'est une séance qui dure 30-35 minutes et où on va enchaîner peut-être 7-8 exercices différents. Mais chaque exercice peut être fait de manière individuelle et ça peut être voilà, un exercice de respiration, ça peut être 1 minute dans la journée. Mais ce qui est important, c'est de le faire. D'accord. Bon, Voilà. ben, on va rentrer justement dans ces conseils-là, des petits conseils pratiques. Je suis sûre que les gens qui nous regardent sur Facebook ou qui vont nous écouter en rediffusion ont hâte de savoir bah, quels sont les conseils. Alors, avant tout, si tu veux bien, Benoît, je vais laisser la parole à Diane, qui va elle-même nous donner ses propres conseils. Alors, pourquoi? Parce qu'il est apparu dans notre sondage que enfin, voilà, il y a 46% des personnes qui ont répondu qui souffrent du stress lié à une mauvaise gestion du temps entre la mission entrepreneuriale, la mission de leur entreprise, hein, et la mission et leur vie quotidienne. Après, il y en a quand même plus de 43% qui ont un problème de stress lié à la gestion du temps, tout simplement. Voilà. Et puis d'autres, là, c'est un peu plus important, c'est 68,8% qui ne savent pas déconnecter en télétravail de leur mission professionnelle et de la vie du quotidien. Donc, si tu veux bien, je vais laisser la parole à Diane. Quel Ouais. conseil, toi, en tant que RH, dans un premier temps, tu donnerais au chef d'entreprise? Comment casser ça et comment apporter éventuellement du bien-être aux salariés, Diane? Alors en fait, oui, c'est vrai. Donc ça m'étonne pas vraiment les résultats de ce questionnaire parce que aujourd'hui, avec la crise, la pandémie, on a connu une autre organisation du travail avec le télétravail et donc cette porosité, on en parlait hier, entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc tout ça s'est accentué, ça l'était peut-être un peu dans certains secteurs d'activité. Néanmoins, maintenant, eh ben, ça existe. Et c'est vrai que la porosité, elle est quand même flagrante. Donc moi, ce que je conseillerais aux managers, c'est de mettre en place un cadre de télétravail.
mais même un cadre dans son entreprise. En général, cela existe déjà puisqu'il y a des horaires, mais un cadre en disant, eh bien, à cette heure-là, je n'envoie plus de mail. À cette heure-là, j'arrête, j'éteins mon écran et je passe, comme je le faisais quand je sortais de mon bureau et de l'entreprise, mon temps eh ben, aller chercher les enfants, aller faire les courses pour sa vie privée. Donc, je pense qu'il faut vraiment manager en ayant un cadre et ne pas oublier que eh ben, le salarié, c'est un capital. C'est un capital humain qu'il est nécessaire de préserver. Et préserver, c'est aussi préserver son bien-être. Préserver son bien-être, eh ben, c'est organiser sa journée de travail et mettre le cadre pour éviter que la vie professionnelle vienne impacter la vie privée. Donc, pourquoi pas mettre en place des séances de sophrologie? C'est une très bonne idée sur la pause méridienne en collectif. Là, j'ai retenu que Benoît proposait du collectif parce que quelquefois l'individuel peut être stigmatisé dans l'entreprise. Néanmoins, mettre en place de la sophrologie en collectif pour donner les outils et les moyens de déstresser, peut-être de se redonner confiance. Donc, c'est très, très important, à mon sens, que le manager soit présent, communique et montre l'exemple. Parce qu'en fait, un manager qui montre l'exemple, il sera nécessairement suivi et ses conseils et ses décisions seront d'autant plus acceptés. Alors, c'est quoi montrer l'exemple? C'est par exemple ne pas envoyer des emails à 19 heures. Hein, parce qu'on voit aujourd'hui aussi que les boîtes mails se remplissent les week-ends. Les boîtes mails se remplissent. On a essayé d'épurer bon an, mal an, le vendredi soir, tous ces mails et de les traiter. On arrive le lundi matin, on se retrouve avec 30 mails et on recommence. Et on recommence ce stress. C'est très anxiogène, en fait, les mails, et on s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'il y a une loi qui est passée, qu'on a appelé le droit à la déconnexion l'été, notamment pour les cadres qui partaient avec leur ordinateur. Mais quand vous revenez et que vous avez 100 mails, le droit à la déconnexion, est-ce qu'il est vraiment réaliste et utile? Enfin, est-ce qu'il est pertinent? Donc, c'est au manager, c'est à la direction de faire en sorte de mettre un cadre et bien de permettre à ses salariés de souffler. Et ils en gagneront et l'entreprise deviendra plus productive. Donc voilà, c'est mon conseil du jour, Carole. Et tu as bien raison, merci Diane, parce que alors on croise les doigts et en même temps, voilà, on souhaite en tous les cas que le télétravail qui a été, qui paraissait impossible il y a en France, en tous les cas, dans certaines entreprises, il y a encore quelques mois en arrière, si on ne peut pas dire 1 an, 2 ans, on s'est rendu compte qu'en France, on était capable de mettre en place tous ces dispositifs du jour au lendemain. Et en fait, alors, ça s'est fait peut-être un peu tardivement parce que je pense qu'avec anticipation, on aurait pu améliorer certaines choses et on aurait pu passer justement à côté de ces problématiques de qualité de vie au travail qui se retrouvent en plus plus au travail mais au domicile de la personne. Je pense que là, maintenant, on va avoir les clés pour anticiper et cette fois faire en sorte que le télétravail n'est plus une imposition mais un choix. Et ça, c'est intéressant parce que là, on aura maintenant la possibilité, même en visio, d'accéder à des séances de sophrologie. Et même, je dirais même grâce à la visio, à des séances de groupe en sophrologie, en pause méridienne depuis chez soi. Moi, je trouve ça juste génial. Alors, Benoît, je vais te laisser le mot de la fin pour tes conseils à toi. Quels sont tes petits conseils que tu nous donnerais justement pour apprendre à déconnecter de la vie pro, de la vie perso, pour ne pas tout mélanger, pour ne pas impacter justement notre vie et garder quand même cette qualité de vie au travail, même si elle est à domicile? Alors, je vais parler de mon expérience, que moi, avant d'être sophrologue, j'ai été 17 ans, pas cadre commercial 17 ans, mais dans Ta le fin de commerce, carrière était 17 cadre ans et cadre commercial. commercial sur la fin. Et j'ai travaillé pendant 15 ans en home office. Donc, le télétravail, voilà, c'est quelque chose que je connais très bien et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Diane au niveau des mails. Voilà, c'est de 6 heures le matin à 23 heures le soir. C'est les vacances, c'est les week-ends. Et c'est vrai que c'est très, très contraignant et très, très anxiogène. Et au niveau du télétravail, effectivement, je pense que c'est une bonne chose que les entreprises mettre ça en place de plus en plus, mais après, voilà, il faut surtout le mettre de manière correcte, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà, il faut vraiment mettre un cadre, comme le disait Diane.
Alors, c'est soit une pièce qui est vraiment dédiée à ça ou au moins un coin. Et ce qui est important, voilà, c'est de tout cadrer, même au niveau des horaires. Et voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est que quand la journée de travail est finie, le PC, on le ferme et on va vraiment faire autre chose. Moi, je conseille même de laisser les écrans pendant une demi-heure, une heure, et de vraiment faire autre chose. Alors, ça peut être du jardinage, de la cuisine, même du ménage, hein. Ça peut être déstressant, mais vraiment de se déconnecter des écrans et de faire vraiment une activité complètement différente pour vraiment retrouver un équilibre entre le privé et le professionnel. Et du coup, tu aurais peut-être des petites astuces, des petits trucs au quotidien, je ne sais pas moi, pour quand on est assis toute la journée et que Ouais, comment ouais, on peut. ouais. Alors, Quels sont tes petits trucs à toi? Alors déjà, ce qui est préconisé, c'est toutes les heures de se lever au moins 2-3 minutes. Parce que c'est vrai que quand on est assis toute la journée devant un ordi, bah déjà, il y a des tensions qui viennent s'accumuler essentiellement dans le dos, les épaules, la nuque, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est de se lever 1 minute, 2 minutes, 3 minutes toutes les heures. Alors voilà, on trouve une excuse, hein, on va à la corbeille à papier, la photocopie, la machine à café, mais voilà, ce qui est important, c'est de se lever. Et après, effectivement, il y a des petits exercices comme ça qui sont assez simples. Alors bon, je peux en montrer un ou deux. Il y a un exercice vraiment pour se détendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rester en posture assise devant son écran. Euh, donc, c'est à l'inspiration, on va monter les épaules comme ça au niveau des oreilles. On va faire une rétention d'air. Et quand on est sur la rétention d'air, on va venir pomper comme ça de manière assez dynamique les épaules. Et Moi, je fais. quand on n'a plus d'air, expiration, et on relâche. Et ça, on le fait 3-4 fois. Et donc, on est en plus sur une respiration en pleine conscience. Donc aussi, on libère un petit peu aussi l'esprit. Donc voilà, je remontre une fois. Donc à l'inspiration, on monte les épaules. Rétention d'air dans les poumons. Et sur la rétention, on va venir pomper comme ça allez, une dizaine de fois. Expiration et relax. Voilà, déjà, rien que de faire ça. Après, il y a des exercices de mouvement de tête, donc le mouvement de gauche à droite, de haut en bas, puis les rotations de tête, de faire ça de manière très très lente. Et voilà, parce que souvent, quand on a des tensions, si on va trop vite, on a une chance sur deux de se coincer. Et voilà, vraiment de mettre en mouvement, c'est ce qu'on appelle la relaxation dynamique en sophrologie. Et puis après, effectivement, il y a des exercices de respiration qui sont aussi intéressants parce que comme on se concentre sur la respiration, bah, ça permet de se déconnecter très rapidement de tout ce qui parasite autour de nous, quoi. Bah, moi, je suis bien déconnectée là. Je suis bien. J'ai fait tes Ouais, petits super, exercices, c'est c'est pareil. bien. J'aime beaucoup l'exercice. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre un petit Voilà, timer sur mon voilà, toutes téléphone. les heures, ça peut être, voilà, on le fait 2-3 fois et là, par contre, oui, on ressent les bienfaits très très rapidement. En fin de journée, on est beaucoup moins tendu. Et donc, voilà, en sophrologie, on parle beaucoup aussi d'équilibre corps-esprit. Les deux vont ensemble, hein. Quand là-haut, on est trop, Ouais. l'esprit est saturé, forcément, les tensions Quand ta descendent. charge mentale, elle sature, là, il faut Voilà. vite détendre. Et le Et quand côté on se rend compte, physique voilà, permettra de. les tensions corporelles, de toute façon, c'est une incidence sur l'état d'esprit qui est pas forcément, où l'esprit n'est plus très clair, quoi. Voilà. Donc, prendre des décisions dans ces cas-là, c'est pas forcément très bon, quoi. Non, bah après, en tout cas, la prise de décision est plus difficile, ça c'est sûr. Merci, c'était très, très passionnant, très enrichissant. Diane, tu veux apporter d'autres éléments? Non, je trouve que c'est super d'avoir des petites techniques comme ça au quotidien, mais même pour les salariés à leur poste de travail, que ce soit en télétravail ou pas. Je trouve que ça permet de se poser et effectivement d'être un peu plus peut-être efficace et détendu avant de commencer sa journée aussi. Oui, oui, Donc, oui. Bah merci oui. Benoît pour ces conseils. Ces exercices-là sont bien en début de journée parce que ça dynamise le corps, tout au long de la journée parce que voilà, ça évite que les tensions s'accumulent. Et puis en fin de journée, effectivement, ça permet vraiment de relâcher toutes les tensions qu'on puisse accumuler tout au long de la journée, quoi. Bon, alors si mes voisins me voient bouger les épaules, je leur dirai c'est de ta faute, Benoît.
Ou alors, c'est grâce à lui. Bien sûr, évidemment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence. Demain, on se redonne rendez-vous également à la même heure, 12h30, et cette fois, ce sera en compagnie d'Emmanuel Bonaventure, hein, qui fait partie de la Fédération Sport Santé et qui nous donnera également ses conseils par rapport au mouvement, au corps et ce que ça a comme impact sur notre santé et du coup, forcément, notre travail. Alors, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain. À très bientôt. Au Merci, revoir, belle Carole, à journée. demain. Au revoir, Benoît. Au revoir.